C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech. Un épisode spécial parce qu'on est quand même dans les deux cas. Là. Moi, Alain McKenna, ici, bonjour. Et Pascal Forget, salut Pascal. Nous sommes bonjour, à l'extérieur. Comment ça va, Pascal? Ça va très, très bien. Je suis à C2 Montréal. Toi, tu es en Californie? Ouais, je suis à Mountain View. Si vous voyez un petit peu à ma droite, si vous nous regardez en vidéo, il y a le petit logo de Google I.O. qui est la conférence annuelle des développeurs pour les plateformes. Écoute, c'est rendu un nombre de plateformes infini, mais en gros, Android et Gemini, là, parce qu'on pose beaucoup sur l'intelligence artificielle. Fait que je suis venu voir ce qui se trame de bon chez Google cette année. Toi, t'es à C2 Montréal, ça fait 2-3 semaines qu'on en parle de la conférence qui a lieu en ce moment. De quoi ça a l'air là-bas? C'est plein de monde, c'est surprenant, plein de gens de communication, plein de gens de commerce. C2, c'est communication et commerce. Dans la section commandité par Ikea pour se relaxer. Fait qu'il y a plein de coussins, de trucs très, très chouettes pour se relaxer. Je suis à côté de la section Brain Dates, plein de gens qui se rencontrent de différents domaines, de différents secteurs. Je pensais pas honnêtement que ça marchait tant que ça. Plein d'inconnus qui se rencontrent, ils discutent de leur domaine et tout. Puis j'ai assisté à la conférence avec le directeur artistique et l'organisateur des Jeux olympiques de Paris. Et écoute, il a raconté une anecdote assez troublante. Évidemment, l'état de santé de Céline Dion est une des grandes préoccupations quand tu fais un événement mondial d'envergure comme ça. La journée où il devait le moins pleuvoir de la météo, c'était la journée où il y a plu le plus qu'ils n'ont jamais eu. Et quelques minutes avant l'événement, ils ont eu un message sur les walkie-talkies qui dit « Il y a une alerte médicale à la Tour Eiffel ». Il semble que c'est un canular, il semble que ça n'a pas été fondé, que c'est peut-être pas vrai, mais il semble que le cœur de tout le monde a arrêté pendant quelques secondes en imaginant que peut-être que c'était notre Céline nationale qui avait eu un malaise ou un incident. Mais ça s'est super bien passé. Très, très fun. Ça dure encore 2 jours. Alors, si ceux qui veulent venir faire un tour, n'hésitez pas. Vous avez un code dans la description du podcast pour économiser 5$ sur votre inscription. Venez faire un tour, ça nous encourage, ça nous fait plaisir. Si vous me voyez pendant l'enregistrement, tapez-moi sur l'épaule. Si l'enregistrement va être fini, voilà, je vais être chez vous. Ça me tape sur l'épaule chez moi. Oui, c'est sûr qu'on n'est pas exactement en direct, donc c'est parfait. Mais ça continue effectivement jusqu'à mercredi, donc il y a du temps si vous voulez aller voir. On salue aussi nos autres partenaires pour le balado Une tasse de tech, bien sûr, qu'on apprécie. TELUS, Plan Hub et MS Solutions, parce que MS Solutions qui continue d'offrir ses fameuses solutions avec un S, parce que c'est la solution avec un S. mssolutions.ca. C'est une entreprise québécoise qui offre des services de cybersécurité. Ils sont certifiés ISO 27001, 27001 quand même. Ils ont une solution qui s'appelle Vigilance qui permet de faire des tests d'hameçonnage auprès de vos employés. La plupart des failles de sécurité dans les petites entreprises et moyennes entreprises, si l'hameçonnage, les gens perçoivent un courriel qui semble légitime. Écoute, c'est trop drôle. J'en parle. J'en ai reçu un ce matin. J'ai failli me faire avoir. J'ai reçu un courriel qui me disait, ça m'a fait rire. Il dit, Your technology order was delivered. Et là, comme c'est temps-ci, j'attends beaucoup de courriels de produits et tout. Je dis, c'est ça, ce courriel-là. Je vois qu'il y a une pièce jointe. Et cette pièce jointe-là avait un lien vers PayPal. Et là, je me dis, voyons, c'est quoi ça? Écoute, j'ai eu le réflexe. Je me suis arrêté là, de cliquer à 2 secondes. J'ai envoyé pour elle un site qui s'appelle la pièce jointe, j'ai envoyé à Virus Total. Et ça m'a dit que là-dedans, il y avait des fichiers zip, donc des fichiers malicieux. Il y avait quelque chose de louche dans ce courriel-là. Et évidemment, le courriel devenait ni de PayPal, ni d'une entreprise légitime. Fait que si j'avais été entraîné par une solution avec ES.ca, avec leur test de vigilance, j'aurais été encore plus réactif là-dessus. Très content de ne pas m'être fait avoir. Voilà, nsolution.ca. Regardez le code dans la description du vidéo pour nous. Ah oui, on a effectivement un code, une démo gratuite pour leurs outils de prévention de cybersécurité en entreprise, en PME, au bureau, au travail, à la maison, où vous voulez aller voir ça. C'est dans la description. Merci Pascal. On va aller de ce pas vers nos espressos de tech parce qu'on va faire une émission un peu spéciale, mais quand même, l'actualité n'arrête pas pour nous, n'est-ce pas? Je vais vous dire en passant que vous savez comment ça marche dans la vie. La fameuse loi de Murphy, là, quand on échappe une toast, le côté de beurre d'arachide tombe au sol en premier. Quand on démarre un enregistrement de balado et qu'on est à l'extérieur, c'est souvent à ce moment-là que le tracteur qui n'a pas fonctionné depuis 3 semaines décide de passer derrière soi. Donc, si vous entendez du bruit de fond,
c'est parce que c'est l'alignement des astres qui est fait comme ça quand on fait des enregistrements extérieurs, ça arrive souvent. Pardonnez-nous le bruit du fond. Magie de bruit, c'est un peu la même chose. J'espère que c'est pas trop cacophonique de votre côté. Je t'entends bien, mais j'entends pas. On va essayer d'éliminer tout ce qu'on peut. Voilà. Bon, ben, parfait. J'espère que ça fonctionne bien. Évidemment, on fait ce qu'on peut pour améliorer le son, mais vous comprenez qu'on essaie de... On parle de technologie mobile, on est mobile aussi. Ça vient avec ses limites quand même. Parlant de mobilité, je vous parle avec ça parce qu'il y a eu une grosse semaine dans les nouveautés. Bon, évidemment, on va parler d'Android ici à Google I.O. et plein d'autres trucs, mais il y a un fort promoteur de produits Android qui a annoncé, je ne sais pas si c'était voulu parce que j'ai vu ça sur des sites web spécialisés en premier. Ensuite, j'ai reçu l'information du fabricant. La société OnePlus devrait mettre en marché en juin une nouvelle version de sa tablette, le Pad, le OnePlus Pad, qui en serait à sa 3e génération. Donc, si ça se trouve. Et on a appris des choses pas mal le fun. Vous savez, dans le marché des tablettes, il y a évidemment les iPad Pro, iPad Air. Il y a Samsung qui pousse fort avec ses Galaxy Tab. Il y a tout le marché des tablettes Windows. Mais chez Microsoft, on joue beaucoup sur le 2 en 1. On veut plus comme un PC avec portabilité qu'une tablette comme telle. Et là, OnePlus s'est dit, moi aussi, je suis capable. Donc, ils vont arriver avec une nouvelle génération de tablettes qui devrait avoir comme processeur le processeur le plus puissant chez Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite, qui devrait être particulièrement bien adapté à un contexte de tablette et de mobilité. Et sur ça, OnePlus devrait présenter une nouvelle version de son affichage, de son Oxygen OS, là, qui est son interface pour téléphone et pour tablette aussi, qui donnerait beaucoup d'espace au multitâche. Donc, on parle d'un affichage multi-fenêtre et on est de moins en moins sur une tablette et de plus en plus sur un ordinateur. Vous savez, quand on peut avoir plusieurs fenêtres une à côté de l'autre sur un écran, et bien sûr, on peut avoir avec la tablette un clavier étui ou un clavier détaché. D'ailleurs, le OnePlus Pad 2 avait, et si je ne me trompe pas, c'était la première des tablettes vendues chez nous qui avait ce clavier qu'on peut détacher de la tablette et quand même l'utiliser par connexion Bluetooth, comme l'a fait la Surface, la plus récente Surface là, chez Microsoft. Donc, on a vraiment cette notion de productivité-là et on veut se positionner comme un concurrent aux tablettes chez Samsung et aux tablettes chez Apple. Ce qu'on dit d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments dans les logiciels, dans la suite logicielle de la tablette qui vont permettre d'échanger des fichiers, des documents avec un appareil Android, un téléphone pour les photos, ces choses-là, mais aussi avec un iPhone, presque aussi naturellement que si on avait un iPad. Donc, la rumeur est assez intéressante. On va en savoir plus. Évidemment, si ça vient chez nous en juin, on va en entendre parler probablement d'ici quelques jours maintenant, parce que c'est quand même dans 2 semaines. Mais gardez ça à l'œil. Si vous magasinez une tablette plus de productivité, OnePlus a peut-être des nouveautés pour vous. On va sûrement le tester et avoir plus de plaisir. Je parlais dans le Web Murphy quand on commence l'enregistrement d'un podcast. Du côté de C2 Montréal, il y a des violons qui viennent de démarrer. Je ne sais pas si c'est pour nous accompagner pour un dîner, mais je viens d'entendre des violons électriques. Alors, si vous entendez de la musique en arrière-plan, c'est le brouhaha de C2 Montréal. On a un gros show pour vous. On va faire de la musique, on va mettre... Et c'est vraiment très drôle parce que j'entends le son qui vient dans cette direction-là à peu près, mais je peux pas dire c'est quoi, qu'est-ce que c'est. C'est très tranquille jusqu'à tout à l'heure, évidemment. On a bien hâte de voir ça. Moi, je voulais vous parler des nouveaux panneaux Stream Deck. C'est des panneaux qui permettent de contrôler. Je m'en sers de plus en plus, entre autres, pour quand je fais des appels vidéo. Le panneau Stream Deck, c'est une espèce de petite boîte avec des touches qu'on peut programmer avec des affichages OLED dedans. Permettre de programmer les options de son choix. Je m'en sers pour limiter l'arrière-plan, démarrer, couper mon micro, ainsi de suite. Très, très utile. Aussi pour la productivité, quand on utilise différentes applications de montage vidéo, ainsi de suite. On peut toucher pour couper, monter, ainsi de suite. Ils ont annoncé à Computex à Taïwan une super belle présentation de technologie. Le Stream Deck Everywhere, il y a une nouvelle philosophie où ils vont offrir des Stream Deck pour que les visiteurs puissent les utiliser un peu n'importe où. Par exemple, sur le côté de l'écran, pour contrôler des choses, des panneaux qui vont pouvoir être mis ensemble pour avoir une plus grande surface de contrôle. Ils vont avoir des modèles avec des touches style clavier. Donc, ça va être des touches plus réactives, plus précises, des mécaniques versus des touches un peu plus molles. Et ils vont avoir aussi des choses virtuelles qui vont pouvoir être utilisées dans leur ordinateur. Ceux qui ont des écrans tactiles vont pouvoir se servir de leur écran d'ordinateur comme contrôleur Stream Deck. Ça peut être une super belle utilisation que ton laptop principal, un laptop un peu moins performant, tu peux utiliser comme panneau de contrôle. Explorer ça, bien hâte, ça va se dévoiler au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Et je compte travailler là-dessus. Je vous le dis,
Si vous faites beaucoup d'appels vidéo, ça change complètement la productivité. Prenez des liens rapidement, connecter à certains sites. Très, 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 très important. Oui, je suis bien d'accord. C'est drôle parce que le monsieur vient de passer, commence à me jaser de mon installation. Clairement, on est en direct, on est enregistrement direct à l'extérieur. Ouais, moi, L'environnement j'ai est... je suis à côté de moi, là, qui est dans ma bulle solide, là. Je sais pas, les gens ont pas de bulle. fait partie de la magie de ces événements-là. Ben oui, écoute, Si vous avez vu t'aurais passer préféré ça intervenir. sur... Ben, écoute, je vais pas faire de bruit parce que tu es en train de parler. Je vais pas non plus partir parce que le monsieur me parle en anglais. En plus, je vais pas trop dévier du plan, n'est-ce pas? C'est drôle parce que je suis à Google I.O. et alors qu'on est à Google I.O., les invitations pour l'événement WWDC d'Apple viennent d'être envoyées et reçues par les médias invités. Vous savez, Apple s'en vient avec sa propre conférence pour les développeurs qui va être le 9-10 juin dans ce coin-là. 9 au 13 juin. C'est très drôle parce que dans les notes, je l'ai collé parce que tu oublies de le faire des fois. Et ça me fait toujours rire. Je l'ai mis du 9 au 13 juin. Je suis là pour ça. Bon, voilà. C'est correct. J'en fais pas. Évidemment, les dates, ça se trouve éventuellement. Mais ce que je voulais dire, surtout par rapport à cet événement-là, on ne sait pas évidemment tout à fait tout ce qu'il va y avoir. On sait qu'il va y avoir plein de choses dans plein de directions, mais ce qu'on semble comprendre entre les lignes, quand on lit les enquêtes des médias spécialisés aux États-Unis, c'est qu'Apple devrait insister sur une séparation entre Siri et Apple Intelligence plutôt que de fusionner les deux, comme on semblait vouloir le faire l'année passée. On sait que ça a l'air difficile, le développement de l'intelligence artificielle chez Apple ces jours-ci. Semble-t-il qu'on a même repoussé à l'année prochaine plein de nouveautés qui devaient être intégrées à l'assistant vocal d'Apple pour justement prendre le temps de bien développer. Beaucoup de mouvements. On dit aussi, en fait, il y a des choses qu'on a apprises qui sont pas mal le fun. Entre autres choses, vous savez, dans Apple Intelligence, quand on l'utilise et on va un petit peu plus loin que ce qu'il permet de faire, il nous renvoie vers ChatGPT. Et ce qu'on a appris cette semaine, c'est que initialement, on voulait utiliser Gemini, on voulait utiliser l'intelligence artificielle de Google. Je ne sais pas si le fait que Google est présentement accusé de pratiques monopolistiques, ça se dit en français, je ne sais pas, mais vous voyez ce que je veux dire, si ça n'a pas influencé Apple d'aller chercher un autre fournisseur plutôt que d'utiliser Google pour à la fois son moteur de recherche dans Safari et les applications d'intelligence artificielle un peu plus poussées. Mais bref, ça donne qu'on a maintenant ChatGPT dans Apple Intelligence, qui est la meilleure façon, la façon la plus confidentielle d'utiliser ChatGPT en passant parce que c'est anonymisé 2 fois plutôt que juste avec ChatGPT. Donc, si vous voulez utiliser l'IA générative de façon anonyme, apparemment, la meilleure façon, c'est Apple Intelligence avec ChatGPT. Et justement, parlant de moteur de recherche dans le navigateur, semble-t-il que Apple sera en discussion, et je ne sais pas si ça pourrait être annoncé la semaine prochaine ou dans 2 semaines, en tout cas le 9, 10, 12 juin, mais semble-t-il que Perplexity, la fameuse intelligence artificielle qui se présente comme un moteur de recherche évolué, disons ça comme ça, boosté à l'IA, pourrait être offerte bientôt comme une option pour un moteur de recherche dans Safari, dans le navigateur d'Apple, ce qui ajouterait cette couche-là d'IA à la recherche en ligne, en fait, dans Safari. Mais ça va être à suivre parce que ce sont des rumeurs pour le moment. Mais ça met la table pour un événement, le WWDC, qui devrait être intéressant à sa façon encore cette année. Oui. Je pense que le fait d'offrir le choix de plusieurs intelligences artificielles, c'est une façon de contourner des mesures de monopole, justement. Si d'emblée, on dit, oui, veux-tu ChatGPT, veux-tu Copilot, veux-tu Perplexity, ben là, on peut pas t'accuser de forcer, de pousser vers un en particulier. Même si on sait ce que ça a donné pendant un certain temps dans les navigateurs web, on dit c'était quoi le moteur de recherche que tu veux, puis on te demandait de choisir, mais c'est Google dans 99% des gens. 99% des gens choisissaient. C'est très, très drôle. Je voudrais faire un rectificatif, Alain. J'ai parlé que Spotify, la nouvelle a été annoncée officiellement. Spotify allait annoncer le nombre de diffusions des podcasts. Et moi, je trouvais ça plutôt fun. J'étais curieux de voir ça avec quoi j'invitais les gens. Je vous invite toujours d'ailleurs à nous s'abonner au podcast avec Spotify. Mais là, maintenant, ça a fait un gros backlash. Ça a l'air qu'il y a beaucoup de réactions des diffuseurs qui se rendent compte que, podcast pour diffusion, c'est un peu gênant. Qui veut suivre un podcast qui est suivi par 20 personnes ou qui est écouté par 40 personnes? C'est ça. C'est peut-être un excellent podcast qui a besoin d'être découvert. C'est tout simplement ça, mais des fois, ça peut limiter la diffusion. Et donc, ce qu'ils ont choisi de faire, et la barre est assez haute, c'est qu'ils vont attendre que le podcast ait 50 000 lectures ou 50 000 téléchargements. C'est pas super clair. Ils vont avoir des petites notes, des petites coches supplémentaires quand ils vont atteindre le seuil de 100 000 lectures, de 1 million de lectures, et ainsi de suite. Évidemment, il y a toujours le temps d'écoute. C'est peut le télécharger, c'est une chose.
tu ne l'écoutes pas, ben, ceux qui encouragent toutes les 5 secondes, abonnez-vous à notre podcast, abonnez-vous à notre podcast. Des milliers de personnes le téléchargent automatiquement, mais ne l'écoutent pas, versus les écoutes. Ça, c'est d'autres statistiques qui sont super intéressantes. Et alors, on espère que vous nous écoutez, que vous êtes abonnés et que ça nous fait plaisir. Pour moi, ça me fait toujours plaisir de faire le podcast à chaque semaine. C'est mon petit soleil. Voilà. J'espère que les gens ont du plaisir. Et nous, on voit nos chiffres. On sait qu'il y a des gens qui nous écoutent et on a aussi des commentaires. Et venez commenter. D'ailleurs, n'hésitez pas, parce qu'on aime ça, avoir l'impression au-delà des chiffres. Et c'est un peu ça qui manque souvent à ces statistiques sur Spotify, YouTube et ailleurs. C'est qu'on voit combien de gens font un visionnement, au moins combien de gens cliquent sur le lien, mais on voit pas non plus, on n'a pas la partie subjective, qualificative de la chose où les gens vont nous dire, ben, vous savez, on aime ça, telle affaire, on l'aime point, tout ça. Ça nous permet de nous améliorer, donc n'hésitez pas. Écoute, je vais en faire une petite dernière, Pascal, parce que je ne voulais pas nécessairement en parler, mais là, j'ai mal aux pieds, fait que ça tombe bien, parce qu'on a fait tout un circuit. J'ai marché comme 8 km déjà, je ne suis même pas encore rendu à la conférence, mais j'ai reçu ça cette semaine. La compagnie Segway fait un gros mouvement, un gros push marketing au Canada ce printemps. Segway, ils sont, vous savez, c'est ceux qui faisaient l'espèce de machin à 2 roues bizarre là, avec un guidon qui s'en met de jeu. Ils ont viré, ils ont spiné, ils sont rendus maintenant plus dans la trottinette électrique et dans d'autres façons plus logiques de se déplacer, mais ils ont beaucoup de succès avec la gamme Ninebot, qui est une gamme de trottinettes électriques de milieu de gamme, disons. Mais ils viennent de faire une annonce et normalement, je n'en parlerai pas vraiment parce que c'est un peu en marge de ce qu'on fait, mais 2 choses. Premièrement, une trottinette électrique, c'est vraiment cool parce que ça permet de se déplacer efficacement sur un plus grand rayon d'action que juste à pied, et ça permet d'éviter d'utiliser, pour des gens qui font ça, d'utiliser sa voiture souvent aussi. Donc, on peut comme améliorer, dans le fond, sa mobilité. Et dans le cas du Ninebot qui va être présenté ce printemps, ça va être vendu exclusivement par Best Buy Canada. C'est le Ninebot F3 Pro e-Kick Scooter. C'est long, mais en gros, vous pouvez l'appeler F3 Pro et tout le monde va comprendre ce que vous voulez dire. C'est une trottinette haut de gamme. Et je vais tout de suite vous dire pourquoi ça vaut la peine d'en parler. C'est que normalement, elle coûte 1 200 $ et pour son spécial de lancement chez Best Buy, elle va être vendu 700 $ seulement. Donc, c'est presque moitié prix. C'est un gros rabais. On sait que tout coûte cher ces jours-ci partout et encore plus au Canada à cause de plein de raisons géopolitiques et macroéconomiques. Mais celle-là est une nouvelle où ça va coûter moins cher. Et pour ce prix-là, vous avez une trottinette qui a un moteur de 1200 watts, qui est extrêmement puissant pour une trottinette, qui a 70 km par charge d'autonomie, peut atteindre 32 km/h, ce qui est la limite maximale fixée par la loi. Suspension, frein à disque partout, mur à mur, stabilisation électronique. Il y a des pneus anti-crevaison de 10 pouces qui sont quand même assez gros, qui vont permettre de traverser ou de négocier les nids de poule assez efficacement. Il y a des phares, il y a des clignoteurs pour signaliser où on s'en va. C'est comme un petit véhicule entier. Et surtout, il y a un contrôleur électronique avec navigation intégrée et avec jumelage sur son téléphone pour vous dire qui appelle avec la fameuse fonction d'identifiant de l'appelant. Ça a l'air banal, mais ça va éviter à bien des gens d'être distraits par leur téléphone, qui vont conduire vouloir voir ce qu'ils appellent, leur mettre dans leur poche. Donc, c'est un beau gadget. C'est un gadget, si vous voulez vous payer un gros cadeau pour le printemps, c'est surtout à cause du prix. Moitié prix, comme ça, 700 $, je pense que ça vaut la peine d'en parler. C'est Segway qui va être en spécial chez Best Buy Canada. Donc, vous pourrez aller voir ça dans les prochains jours. Segway. Segway, pour ceux qui s'en rappellent pas, je me souviens qu'il allait annoncer l'engin qui allait révolutionner le monde au niveau de la mobilité. Qui ont dévoilé une espèce de gros truc qui était très cher, qui était très le fun, mais ils ont tellement overhypé ça. Ils en ont vendu ils n'ont jamais vendu le 10e de ce qu'ils espéraient. Et puis, finalement, la compagnie a arrêté d'en produire. Fait que tous les centres commerciaux qui utilisaient ça, les corps policiers. Je pense qu'on avait dans le Vieux-Montréal, on peut utiliser des Segway dans le Vieux-Montréal. C'était très chouette, mais trop cher. Trottinette électrique, 700 $. Wow! Moi, ça me tente, en tout cas. Ben, en tout cas, je vais aller, écoute, si je peux, j'essaie d'aller dans un Best Buy la voir parce qu'elle m'intrigue beaucoup, cette trottinette. C'était la petite info mobilité de la semaine. Ça complète nos espressos de tech, Pascal. On va prendre une petite pause. Je vais juste me réaligner. Puis là, les dames commencent à sortir avec leurs encas, leur petite bouchée. Je vais te prendre une petite bouchée. Et on revient tout de suite. Je vais vous parler de pourquoi je suis ici chez Google I.O. et qu'est-ce qu'il y a, parce que j'ai tout su avant tout le monde. Je vais vous le dire. Et on va parler dans un instant. Restez avec nous à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une Tasse de Tech. Nous sommes... Écoute, je ne vais pas dire en direct parce qu'évidemment, vous nous écoutez une fois qu'on a enregistré et déposé les choses sur les plateformes, mais on ne peut pas se sentir plus en direct que ce qu'on a en ce moment parce qu'on est à l'extérieur, Pascal et moi, chacun dans notre extérieur relatif. Parce que Pascal, c'est le Grand Quai, n'est-ce pas, du Vieux-Port de Montréal. Exactement. C'est un bel endroit pour faire une conférence. Oui, c'est très, très beau. Puis là, c'est l'heure du dîner qui commence. Et puis, je ne savais pas, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui amènent leurs enfants à ces deux Montréal. Le thème, c'est l'expérience. Aujourd'hui, c'est peut-être pour toute la famille. Oui.
Il y a beaucoup d'enfants qui accompagnent leurs C'est une journée parents. fériée. Non, non, c'était férié hier, mais il y a des gens il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'école aujourd'hui. Donc, il y a comme une espèce de journée flottante où peut-être bien des adultes, des parents doivent amener leur enfant avec eux. C'est un bel endroit pour amener ton enfant parce qu'après, il y a quoi? Il y a un truc d'hébertisme dans un bateau. Il y a plein d'activités au Ouais. port ensuite Pour des gens qui viennent de l'extérieur, ça peut être une belle occasion de faire une pierre deux coups. Exact. Moi, je suis ici. C'est un endroit qui s'appelle le Shoreline Theater. C'est un amphithéâtre extérieur qui a l'air d'une vieille... Comme si la ronde n'avait pas évolué depuis 50 ans, mais il n'y a pas de manège. Donc, c'est un peu un drôle d'endroit. Mais il y a des concerts qui se donnent ici. Il y a des stands, il y a des kiosques tout le tour. Donc, c'est un bel endroit pour tenir une conférence comme Google I.O. Je vous ai dit tantôt, j'ai eu droit à l'information avant tout le monde parce que je vous la livre ici maintenant. Évidemment, entre le moment où je vous le dis et le moment où ce sera, vous allez nous visionner ou nous écouter, ça va être déjà public, ça va être rendu public. Mais ça n'aura pas été analysé judicieusement par moi et Pascal, parce que vous savez, nous, on a le flair d'un renard pour trouver l'astuce, trouver l'information. Et plutôt que de vous faire une espèce de top 3, je vais vous faire une rafale de nouveautés, parce qu'il y a beaucoup de petites nouveautés. Il n'y a rien de transformationnel, mais il y a beaucoup de petites affaires qui s'en viennent chez Google dans la prochaine année, je pourrais dire, qui sont assez intéressantes. J'ai écrit un texte là-dessus dans la presse où j'explique en gros que ce que Google veut faire, c'est un peu comme OpenAI qui rêve de son fameuse AGI, là, son intelligence artificielle généraliste, capable de tout faire ou de tout savoir. Google a un peu le même objectif, mais eux, ils parlent d'une IA universelle. Donc, on trouve une autre façon de présenter à peu près la même chose. Et c'est vraiment là-dessus qu'on insiste à Google I.O. cette année. On parle beaucoup d'agentique aussi, donc des façons d'automatiser des tâches jusqu'au bout à travers l'intelligence artificielle. Par exemple, on achète des souliers sur Internet, ben l'IA va trouver le soulier qui convient à vos goûts, ensuite va trouver le meilleur endroit où il coûte le moins cher, et ensuite va faire toute la transaction pour vous, incluant donner l'adresse de livraison, les informations de paiement, tout ça, pour vous sauver du temps, puis ainsi de suite. Donc, il y a vraiment cette volonté-là d'aller vers l'agentique en route vers une IA qui va vous aider à tout faire. Et c'est une démonstration qui a été faite ici par Google où une personne voulait réparer son vélo et ne savait pas comment le faire, ne sachant pas comment le faire, a demandé à son téléphone via Gemini Live, donc avec la voix. Hey, trouve-moi un mode, le guide d'utilisateur du vélo. Dis-moi à quelle page je peux trouver l'information pour remplacer le disque de frein. Dis-moi à quel endroit je peux acheter la vis. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce contexte-là, Gemini sur Android peut faire un appel elle-même, peut parler avec le commerçant à l'autre bout et peut lui dire j'ai besoin de telle pièce, peux-tu me la livrer? Et évidemment, c'est idéal dans une vidéo comme celle-là, mais la théorie, c'est que ça pourrait faire du travail comme ça à votre place, attendre au téléphone, parler à la personne, commander la pièce. Donc, il y a une façon, le fun, là, de transformer la façon dont les choses se font. Et ça, c'est le début de ce qui s'en vient beaucoup chez Google cet été. Évidemment, il y a plein de nouveautés chez Android aussi, mais ça, on en a parlé la semaine dernière parce que ça a été présenté sur YouTube. Là, le gros de la conférence aujourd'hui portait sur Gemini et dans les prochains 2-3 jours. Il y a un truc qui est nouveau, qui sort un peu du cadre, c'est ce qui va s'appeler Google Beam. Ça fait 2 ans qu'à Google I.O., ils nous le présentent en démo bêta fermée. C'est un téléviseur avec 6 caméras qui captent l'interlocuteur, donc la personne en face de l'appareil, et qui permet une espèce de téléprésence en 3D, sans lunettes, sans équipement, sans artifice. Comme ça, on est en présence de l'autre personne, donc 2 personnes face à face, dans 2 pièces différentes avec ce système-là, qui va être fabriqué par HP. Ça donne l'impression qu'on est vraiment en présence physiquement de cette personne-là. Et ça, c'est assez intéressant. Et on présente ça comme un outil qui va être vendu aux entreprises dans les prochains mois. Google Beam, qui, intègre de l'intelligence artificielle, mais c'est pas vraiment ça. L'important, c'est l'espèce d'interface vidéo 3D. Je sais pas où ça va s'en aller, mais on a décidé de commercialiser ça. Ça risque de faire jaser. Plus concrètement, il y a quand même beaucoup de nouveautés qui vont être intégrées aussi dans Google Meet. Vous savez qu'on utilise beaucoup plus Google Meet qu'on le penserait, parce qu'on l'utilise souvent dans des rencontres au travail, et ainsi de suite. Et c'est rendu un concurrent à Microsoft Teams, bien sûr, et à toutes les plateformes comme celle-là. Et là, ce qu'on ajoute à Meet cette année, c'est la traduction en temps réel audio. Donc, si mettons, je parle français, Pascal parle portugais et on n'a aucune connaissance de la langue de l'autre personne, on pourrait activer ça et ça serait dans mon oreille en français quand Pascal parle portugais et l'inverse du côté de Pascal. Donc, c'est vraiment cool, cette fonction-là de pouvoir donc interagir. Et généralement, c'est pas super utile parce qu'on parle souvent avec les gens qui parlent la même langue que nous, mais au Québec, on a beaucoup évidemment de conversations avec des gens qui parlent en anglais. Donc, ça pourrait simplifier, dans ce cas-ci, de la discussion français-anglais. Je ne sais pas à quel point le sens se perd dans la traduction, mais l'idée générale de ce que les gens vont dire va être quand même bien traduite selon les démonstrations qu'on a eues ici. Donc, ça promet d'être assez intéressant. Ça, c'est très concret.
je parlais d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de nouveautés du côté de Gemini. Les gens qui l'utilisent déjà beaucoup savent qu'on est rendu à la version 2.5 du modèle de langage. Là, on va annoncer Gemini 2.5 Flash. La version, je ne vais pas dire allégée, mais accélérée de Gemini. C'est un outil qui vise vraiment à traiter rapidement de l'information. On dit que c'est la deuxième IA la plus puissante après Gemini 2.5 selon les benchmarks, selon les bancs d'essai officiels. Et on dit qu'elle est beaucoup plus efficace, beaucoup moins énergivore. Donc, pour ceux qui s'inquiètent de cette notion de consommation d'énergie, de pollution, là, c'est important, ce détail quand même assez important. Peut-être que c'est une IA qui pourrait vous être utile. Elle va être lancée au mois de juin et va être lancée aux côtés d'une nouvelle version de Gemini 2.5 Pro qui, elle, va s'appeler DeepThink. Qui, elle, c'est essentiellement, on met le turbo, on ouvre le capot, on pèse sur le gaz, on met la totale pour vous livrer l'information, le raisonnement le plus complexe possible. Les détails n'ont pas été présentés au moment où je vous parle, là, mais j'imagine que ça va être une question de beaucoup de jetons, beaucoup de tokens là, dans l'entrée d'informations pour créer justement des contenus extrêmement riches. Tout ça va être intégré dans... En fait, ça, ce qui est intéressant, parce que vous allez voir, il y a un punch à cette histoire-là, va être intégré à l'application, évidemment, Gemini sur le téléphone, sur mobile et sur desktop aussi. Il y a une autre version de... En fait, on a parlé déjà de VO, qui est l'outil de génération de vidéos, de Imagen, qui est l'outil de création d'images qui sont intégrés à Gemini. Et là, cette année, ce que Google lance, c'est VO3, donc la plus récente version de l'outil de vidéo, Imagen 4, et on intègre tout ça dans un outil qui s'appelle Gemini Flow. Et là, vous dites, mais qu'est-ce que Gemini Flow? Bien, essentiellement, Gemini Flow, c'est un outil pour créer des films. Une des nouveautés de VO3, c'est qu'on peut générer des vidéos et ajouter, en plus du dialogue ou une trame sonore, on peut dire, voici ce que j'aimerais voir les personnages dire. Et automatiquement, l'outil va créer les voix des personnages dans la vidéo. Et là, avec Flow, on va pouvoir créer plusieurs séquences comme ça et les mettre bout à bout pour créer des courts-métrages entiers. Et ça, c'est assez fou parce que on peut créer des vidéos donc qui sont plus longues que l'espèce de 30 secondes ou les quelques instants qui sont permis par l'outil de base. Donc, créer des scènes, mais rabouter les scènes et créer vraiment un scénario. Et on va ajouter à ça Imagen 4 qui a été amélioré pour être plus réaliste. Par exemple, si vous voulez l'espèce de, tu sais, le fleur de pissenlit, là, quand elle est rendue vers la fin de son cycle avec les petits éléments de pollen et tout ça, c'est hyper réaliste pour générer ce genre d'image-là. Donc, on va pouvoir créer des vidéos, des courts-métrages, ajouter le dialogue comme si c'était vraiment des vrais humains ou des vrais personnages qui parlaient, et en plus rendre ça hyper réaliste. Donc ça, j'ai hâte de voir. On dit chez Google que c'est créé par des créatifs pour les créatifs. Donc, c'est un outil pour les gens qui sont sur TikTok, sur Instagram, sur les plateformes, sur YouTube, évidemment, parce que Google veut pousser sur ces plateformes. Et ça risque d'être assez intéressant. Merci ce que ça va donner comme résultat, mais je pense que ça va soulever aussi plein de questions sur les vidéos truquées et ces trucs-là, parce que ça soulève évidemment il y a un niveau de réalisme qui semble assez impressionnant. Tout ça, si vous dites, bon, ça fait beaucoup, une liste, là, effectivement, tout ça va être intégré dans Gemini. Et pour y accéder, il faut être évidemment abonné à Gemini. Il y a la version intermédiaire, je devrais dire. Il y a une version gratuite qui est assez limitée, mais la version la plus intéressante, la version, je pense, Pro, coûte 20 $ par mois, 20 $ américains, c'est 26 $ canadiens. Et là, pour les gens qui veulent tout, il y a une nouvelle version de Gemini qui s'appelle Ultra qui coûte, roulement de tambour, 250 $ américains par mois. Ça, c'est 350 $ canadiens. Oui, c'est ouch! Oui. Ça inclut tous les outils les plus récents de la suite Gemini. Ça inclut YouTube Premium, parce qu'évidemment, ils veulent que les gens s'abonnent à ça aussi. Et ça inclut 30 téraoctets sur Google Drive. Donc, c'est vraiment une grosse offre, très costaude. Mais à 350 $ par mois, pensez-y, on est vraiment dans un autre monde. Google, qui a toujours offert ces choses relativement gratuitement, essaye quelque chose de nouveau. Là, on sait que chez ChatGPT, chez OpenAI aussi, là, on a une version très coûteuse de leur plan par abonnement pour les gens qui veulent le dernier cri. J'ai hâte de voir comment ça va fonctionner, ce forfait-là, s'il va être accessible, s'il va être populaire, en fait. Mais on s'adresse évidemment aux gens qui veulent utiliser professionnellement les outils les plus récents dans l'intelligence artificielle. Donc, Gemini Ultra. C'est un gros morceau, c'est du gros stock. Parce que je vais vous dire ceci parce que... Il y a tellement de choses qui sont annoncées que je me demande si dans 5 ans, on va pas être encore en train d'annoncer la même chose. Ça fait plusieurs années qu'on nous parle de créer des vidéos. Des petites améliorations. C'est des améliorations, mais est-ce que ça va, tu sais, l'auto autonome, même chose, on va conduire de façon autonome dans quelques années, est-ce qu'on va vraiment pouvoir? Mais d'un autre côté, comme tu le dis, le forfait à 350 $, ça remplace une agence créative, ça remplace des gens qui vont faire du montage vidéo pour filmer l'économie pour vite en valoir la chandelle pour quelqu'un qui veut du résultat artificiel, mesdames et messieurs. Il faut se le rappeler.
C'est un gros morceau. Évidemment, il y a plein d'autres nouveautés. Plus concrètement, parce que ça, c'est quand même un truc assez pointu, il y a beaucoup d'éléments qui s'ajoutent, entre autres, dans Google directement. On veut améliorer la recherche. On veut la rendre plus proactive. On inclut ce qu'on appelle un mode IA, un AI mode, dans lequel on va pouvoir simplifier, entre autres, le magasinage en ligne. Je parlais d'Agentic tantôt, on s'en va vraiment vers ça. L'IA, le mode AI dans Google va nous permettre d'aller, en fait, va nous aider à personnaliser les recherches et aller jusqu'au bout dans le fond, d'une transaction, dans le cas d'un commerce, du magasinage en ligne. Et je vais dire juste ceci pour finir, parce que là, ça commence à être bruyant, parce que là, la scène est ouverte. Ici, c'est, Mais, j'ai hâte d'entendre où ce que ça va donner les résultats. Ce qui, oui, c'est que l'annulation de bruit est extraordinaire. Avec mon micro, avec ton micro, c'est un défi technique, avec oui. Riverside, c'est quelque chose de grandiose qui se passe. On va voir ça, mais finir là-dessus, parce que j'ai parlé. Sundar Pichai, le PDG d'Apple, nous a parlé d'Apple. Wow, le beau Sundar Pichai, PDG d'Alphabet, vous voyez le lapsus, et de Google, nous a présenté en avant-première l'information qui a été présentée à Google I.O. Il nous a dit, je vous dis ceci, l'utilisateur devra toujours avoir le contrôle sur la façon dont ces données sont utilisées. Parce qu'il faut brancher tous nos services Google sur Gemini pour avoir accès à toutes ces nouveautés. Et c'est vraiment vers ça qu'on push chez Google. On veut tout rapatrier dans une espèce de gros fourre-tout qui s'appelle Gemini, mais on veut aussi rediriger les gens ensuite vers Google, vers YouTube, vers la suite Gmail, ainsi de suite. Et pour faire ça, il va falloir que l'utilisateur approuve, parce qu'effectivement, on veut personnaliser beaucoup la recherche, personnaliser les éléments. On peut créer au complet des courriels dans Gmail avec Gemini, à condition d'approuver, évidemment, l'utilisation des données, parce qu'il faut qu'ils bâtissent son intelligence sur nos données personnelles. Et on n'a pas fini d'en parler, parce que ça va être un enjeu extrêmement délicat, la question des renseignements personnels dans ce contexte-là. Mais ça s'en vient, ça aussi, beaucoup. Et évidemment, avec la promesse de ce que permet de faire Gemini, ça va être assez tentant pour bien des gens de dire, mes données, dans le fond, elles valent pas grand-chose. Donc, go, écris des courriels pour moi, fais des vidéos pour moi et fais tout ça. Donc, ça va être intéressant de suivre ça. On va pas en parler de toute façon les prochaines semaines, parce que c'est sûr que toute l'information ici qui est extrêmement dense on va la déconstruire, puis on va trouver des éléments d'actualité dans les prochaines semaines aussi. Monsieur McKenna, ça fait un plaisir de te parler. Même ma tablette vient de... Oh, et là, les développeurs rentrent. Donc, effectivement, c'était un bon moment pour terminer ça. J'espère que le son était bon. J'espère que vous avez appris des choses. On aura le plaisir d'en parler dans les prochaines éditions d'Une tasse de tech. Pascal, tu finis ta journée chez C2 Montréal de belle façon? T2.hub, C2, Planet Hoster, mssolution.ca, Cogeco Média pour la mise en onde, Alain McKenna, pascalforget.com. On se revoit la semaine prochaine, Alain. J'ai très, très hâte. Oui. Salut tout le monde. Bonne fin de semaine. On se passe la semaine prochaine. Bonne tasse